Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 18 mai 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bienvenue, Axel. Merci, Nima. Et Paul, laisse-moi te lire quelques-uns des tweets de Trump aujourd'hui. Tu sais, il a tweeté que l'Iran meurt d'envie de signer un accord, qu'ils veulent vraiment un accord, désespérément. Et un peu plus tard, il a retweeté en disant « L'Iran parle d'un accord, puis m'envoie un document complètement inutile, sans aucun rapport avec ce dont on a parlé. » Incroyable. Et puis, il y a un autre point. Il y a quelques instants, je crois, peut-être 15 minutes, quelque chose comme ça, il a encore tweeté en disant que j'étais censé attaquer l'Iran demain, mais que j'ai annulé cette attaque parce que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, tous ces pays du CCG me demandent de ne pas attaquer l'Iran. Alors j'ai annulé l'attaque de demain. Il n'y aura pas d'attaque contre l'Iran. Et peut-être qu'il essaye, parce que les gens en parlent encore. Il essaie ils appellent ça la taquilla, quelque chose comme ça. Mais l'autre hypothèse, ce serait qu'il essaie de faire quelque chose, qu'il cherche à tromper les gens, et qu'il va attaquer l'Iran. D'ailleurs, de ce qu'on sait du côté iranien, ils sont prêts. Et ils ne prennent pas ce genre de tweet au sérieux. Ils ne voient aucune raison de suivre Donald Trump, qui dit une chose une minute et change tout la minute d'après. Paul, comment tu vois la situation avec Donald Trump? Je pense que c'est bien de commencer par sa visite en Chine et par ce qu'il voulait obtenir de la Chine. Quelle est ton évaluation de tout ça? Lado Srathi. Oui, Eh bien, comme vous le savez, je ne pense pas que ces voyages ou ces négociations servent à quoi que ce soit, parce qu'ils n'abordent jamais le vrai problème. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas eu de communiqué conjoint après la réunion, pas non plus de conférence de presse commune. Et j'ai aussi noté que la version de Trump sur la réunion était complètement différente de celle des Chinois. Donc, on n'a aucune idée si ce que Trump affirme être le résultat de la réunion est vrai, puisque les Chinois n'en reprennent rien. Alors, qui doit-on croire? Eh bien, ça dépend de la personne en qui vous avez le plus confiance. Et je ne pense pas que l'indicateur de confiance penche très fort du côté de Trump. Pour les raisons que vous avez évoquées, il a une position maintenant et une autre 5 minutes plus tard. Il est toujours en train de fanfaronner. Il agit sans arrêt, comme si l'Iran était déjà détruit ou sur le point de l'être. Il menace d'attaquer, puis il se ravise parce que quelqu'un lui a demandé de le faire. C'est absurde. Je ne comprends pas quel est le but de tout ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans son gouvernement capable de lui parler des conséquences de ce qu'il fait. Il a l'air ridicule. Et je ne vois pas en quoi ça peut l'aider. Vous savez, les politiciens ont toujours voulu éviter d'avoir l'air ridicule. Mais ça n'a pas l'air de déranger Trump. Donc, à mon avis, le seul élément vraiment important de la rencontre entre Trump et le dirigeant chinois, c'est la phrase du dirigeant chinois à Trump. « Ne touche pas à Taïwan, sinon il y aura un conflit au lieu d'accords commerciaux. » Je crois ce que les Chinois ont dit. Si les États-Unis peuvent éviter d'essayer de s'immiscer entre la Chine et Taïwan, qui fait partie de la Chine, et ce, depuis les années 70, quand le président Nixon a reconnu la politique d'une seule Chine, alors, si les États-Unis laissent simplement cette question tranquille, la Chine, à mon avis, ne nous embêtera pas et restera un bon partenaire commercial. Mais si l'impulsion américaine vers l'hégémonie ou simplement le besoin de semer le trouble intervient à Taïwan, là, on va en payer le prix fort. Donc, pour moi, c'est la seule partie vraiment importante de toute la rencontre. Le reste, je ne pense pas que ça veuille dire grand-chose, ni que ça ait la moindre importance. Et pourquoi cette réunion a eu lieu? Franchement, je n'en sais rien.
J'imagine que les Chinois ont simplement décidé d'accommoder Trump. C'est Trump, je crois, qui a demandé la rencontre. Alors bon, ils se sont dit, d'accord, accommodons-le. Ils ne sont pas dans une logique de confrontation, ni à la recherche d'un conflit. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. Enfin, je peux me tromper, mais je ne crois pas. Je pense que le vrai sujet pour la Chine, c'est Taïwan. C'est ce dont il voulait parler avec l'administration Trump. Mais dans la déclaration de la Maison-Blanche, on n'a rien vu à propos de Taïwan. Ils n'ont rien mentionné. Du côté chinois, ils ont dit que le sujet avait été abordé pendant la rencontre, lors de la visite. Et toi, Paul, tu penses que les États-Unis vont prendre une décision sur Taïwan bientôt? Parce que la Chine veut vraiment, tu sais, l'unité de Taïwan avec la Chine, la mère patrie. It's a famille, ils pourraient le faire avec us. And they can do it by force, in my opinion. And at this particular moment that we're in, Et à ce moment précis où nous en sommes, ils n'ont même pas besoin d'attaquer Taïwan. Ils peuvent simplement imposer un blocus ou un embargo, et Taïwan finirait par céder. Il n'y a aucun moyen de les sauver. C'est une île. Est-ce que les États-Unis vont faciliter ça, ou bien est-ce qu'ils vont faire monter la tension? Parce que Donald Trump a approuvé une nouvelle forme d'aide à Taïwan, plus de 11 milliards de dollars en armement. Je ne sais pas d'où viennent ces armes, puisqu'ils ne les ont pas encore, mais ils veulent les envoyer à Taïwan. Et la Chine le sait. La Chine sait que Taïwan est de leur côté, pas du côté de Donald Trump. Vous voyez ça comment? How do you see that? Well, I don't see what the weapons can do. Eh bien, je ne vois pas vraiment à quoi ces armes peuvent servir. Alors peut-être que Trump veut les envoyer simplement parce que ça rapporte de l'argent aux fabricants d'armes américains. Vous savez, on a cette immense industrie de l'armement, et du coup il faut des conflits, ou au moins la perspective de conflits, pour que les gens s'arment et achètent ces armes. Sinon, c'est difficile de faire tourner le système. C'est énorme, ça coûte cher. Et ça emploie toujours des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes. Et les actions de ces entreprises valent cher. Donc pour maintenir tout ça, il faut que les armes circulent. Et s'il n'y a pas de vrai conflit, il faut au moins qu'il y ait la menace. C'est à ça que l'OTAN a servi. Et l'une des raisons pour lesquelles Trump critique l'OTAN, c'est qu'il n'achète pas assez d'armes. Et donc, ça ne soutient pas notre industrie de l'armement. Alors, l'idée d'envoyer des armes à Taïwan, ça ne servirait pas vraiment à aider Taïwan dans une guerre contre la Chine. Il n'y a aucun scénario où Taïwan pourrait dissuader la Chine de prendre le contrôle par la force. Mais la Chine n'a pas envie de le faire. Elle n'en a pas besoin. Son plan, depuis toujours, c'est plutôt d'intégrer progressivement l'économie taïwanaise à la sienne, pour qu'à la fin, les Taïwanais se sentent simplement faire partie de la Chine. Donc, je ne suis pas sûr de ce qui motive la direction taïwanaise. Peut-être des valises d'argent venues des Américains. Peut-être qu'on les paye pour qu'ils adoptent une attitude un peu hostile envers la Chine. Mais je ne pense pas que Taïwan veuille un conflit, en tout cas pas un conflit militaire avec la Chine. Ils n'ont rien à y gagner. Et je ne crois pas non plus que nous serions capables de sauver Taïwan s'il y avait un affrontement militaire, pour la même raison que nos navires ne peuvent pas entrer dans le détroit d'Ormuz. Ils ne peuvent pas s'approcher des côtes chinoises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Militairement, il n'y a pratiquement rien à faire, à part utiliser l'arme nucléaire. Mais les Chinois ont aussi l'arme nucléaire. Il y a quelques années, quelqu'un au Pentagone avait évoqué l'idée qu'on pourrait frapper la Chine avec des bombes atomiques. Les Chinois ont aussitôt réagi. Ils ont montré les trajectoires que suivraient leurs missiles vers les États-Unis et comment nous disparaîtrions. Ils n'ont pas été intimidés le moins du monde. Ils ont simplement dit « Très bien, voilà ce qui vous arrivera ».
Alors je pense, Nima, que toute cette idée selon laquelle les États-Unis doivent contrôler chaque pays, tout le monde, tout ce qui se passe, cette approche hégémonique, fait partie depuis toujours de la mentalité libérale américaine. Cette conviction que nous sommes un pays indispensable, doté de privilèges et de droits supérieurs à ceux des autres nations. Désolé de vous interrompre. Vous voulez dire les néolibéraux. Vous ne parlez pas des libéraux, parce que des libéraux comme Noam Chomsky y étaient totalement opposés. Eh bien, ce n'est pas un néolibéral. Chomsky est un libéral. Tio is spoileros that small. Je parle des libéraux politiques américains du XXe siècle. Les libéraux politiques de cette époque croyaient en l'exceptionnalisme américain. Ils ont même écrit des livres à ce sujet. Vous savez, les professeurs dans les universités, ils étaient représentés au département d'État et dans d'autres secteurs importants du gouvernement. Cette vision s'est durcie avec la doctrine Wolfowitz, après l'effondrement de l'Union soviétique. À l'époque, en 1991, la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et l'Union soviétique était la seule contrainte au unilatéralisme américain. Quand elle s'est effondrée et qu'on a commencé à démanteler l'Union soviétique, eh bien, on a détaché toute la partie extrême-orientale, ou l'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Tout ça a été séparé. On a détaché l'Ukraine, on a détaché la Biélorussie. Et bien sûr, tout le pacte de Varsovie avait disparu, ainsi que les pays baltes. Et donc, vous voyez, cela a permis aux néoconservateurs américains d'affirmer très ouvertement la doctrine de l'hégémonie. À mon avis, c'est là le principal problème partout. C'est le problème avec la Russie, avec l'Iran, avec la Chine du point de vue américain. Maintenant, le problème américain avec l'Iran est aussi influencé par Israël, par le lobby israélien. Vous savez, Trump est largement sous l'influence d'Israël. Nous avons attaqué l'Iran pour Israël. Et cela a été officiellement reconnu par le conseiller juridique du département d'État, qui a écrit dans un document dont j'ai mis le lien sur mon site, que les États-Unis avaient attaqué l'Iran à la demande d'Israël. Voilà donc la source de tous ces conflits, cette idée que d'une manière ou d'une autre, nous devons diriger partout. Et pour garder le contrôle, on va essayer de déstabiliser d'autres pays afin de bloquer leurs initiatives. Et tout ça est encore plus fort dans le cas du Moyen-Orient, parce que Trump est complètement sous la coupe des Israéliens. On a donc l'hégémonie du gouvernement israélien au Moyen-Orient, qu'il revendique à travers le concept du Grand Israël. Et Trump soutient cette idée. Voilà les deux problèmes, et personne n'en parle. On ne voit ni en Russie, ni en Chine, ni en Iran, ni en Europe, ni même aux États-Unis, de débat sur l'agenda sioniste du Grand Israël et sur le caractère déstabilisant de tout ça. En gros, Israël a dit à tous les pays du Moyen-Orient, on va vous éliminer parce que vous faites obstacle au Grand Israël. C'est une affirmation d'hégémonie sur le Moyen-Orient. Et personne ne dit rien sur la politique américaine d'hégémonie à l'échelle mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilise l'Ukraine dans une guerre par procuration contre la Russie. Les néoconservateurs étaient déterminés à déstabiliser la Russie. Vous savez, ils ont d'abord essayé quand ils ont envoyé l'armée géorgienne en Ossétie du Sud. Je crois que c'était en 2008. Ensuite, ils ont renversé le gouvernement ukrainien, construit une armée et s'apprêtaient à la lancer dans le Donbass russe. Tout ça, ce sont des tentatives pour déstabiliser la Russie. On a eu une révolution de couleur en Géorgie, une ancienne province de la Russie. Pendant un temps, elle était hostile, mais les Russes ont surmonté ça. Ils ont obtenu un gouvernement qui ne leur était pas hostile. Et nous, on a essayé de renverser ce gouvernement.
That was last year or the year before, I forget, C'était l'année dernière, ou peut-être celle d'avant. Je ne sais plus. Il se passe tellement de choses. Mais cette tentative américaine de lancer une deuxième révolution de couleur en Géorgie a échoué. Toute l'agression vient d'Israël et de Washington. Elle ne vient pas de la Chine, de la Russie ou de l'Iran. La Russie a été forcée d'intervenir dans le Donbass. Elle ne le voulait pas. C'est évident. Poutine a tout fait pour l'éviter. Pendant 8 ans, il s'est abrité derrière les accords de Minsk pour ne rien avoir à faire. La Chine, elle, évite tout vrai conflit. Et l'Iran n'a attaqué personne, sauf en réponse à une attaque. Trump dit que c'est une nation terroriste. Mais où est le terrorisme? Quel terrorisme commettent-ils? Ce sont eux qui subissent la terreur. C'est l'assassinat de leurs dirigeants, de leurs scientifiques, par Israël et les États-Unis. Alors, quand on se retrouve dans une situation pareille, où il est tellement évident que cette prétention hégémonique, celle des États-Unis et d'Israël, est à l'origine de tous les problèmes, et que personne ne veut le reconnaître, ni en parler, ni dire « Attendez, comment peut-on parler de paix ou de négociation quand un camp revendique l'hégémonie sur tous les autres ?» Eh bien, ça ne permet ni la paix, ni la négociation. C'est ça, la grande frustration. J'insiste là-dessus depuis très longtemps, et il n'y a pratiquement aucune réaction. Les gens ne disent pas « Tu te trompes, je vais te montrer pourquoi ». Non, ils ne disent pas non plus « Tiens, voilà une idée, il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse ». C'est ça. Comment les Iraniens peuvent-ils négocier avec les États-Unis et Israël alors que les États-Unis et Israël ne reconnaissent même pas aux Iraniens le droit à la souveraineté? Et les Iraniens ne disent même pas ça. Oui, on en a déjà parlé. Pourquoi les Iraniens ne posent-ils pas la question de l'agenda sioniste du Grand Israël? Pourquoi pas? Ils devraient dire « Écoutez, négocions là-dessus. Pas sur le fait de savoir si nous avons le droit, comme le prévoit le traité de non-prolifération, d'enrichir de l'uranium, ou le droit de contrôler notre littoral, nos voies maritimes. Pourquoi est-ce qu'on négocie ça? Ce qu'on devrait négocier, c'est la revendication d'Israël sur le Moyen-Orient. Voilà, je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit. Allez, passez à votre prochaine question. Oui. Donald Trump voulait, il semble que l'un des objectifs de sa visite en Chine, c'était de les convaincre d'acheter du pétrole américain et d'une certaine façon de remplacer le pétrole iranien par du pétrole américain. Ce qui apparemment n'a pas marché. Parce que je ne vois pas la Chine vouloir dépendre des États-Unis pour son énergie. L'énergie, c'est trop stratégique pour eux, trop important pour leur économie. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils peuvent vouloir beaucoup de choses avec les États-Unis, beaucoup d'échanges commerciaux, mais pas dans le domaine de l'énergie. Et ils ne veulent pas être. C'est bien votre analyse. Oui, je pense que tu as raison. La Chine ne veut pas dépendre des États-Unis pour quoi que ce soit. Mais tu vois, Nima, l'énergie, c'est fongible. Le pétrole, c'est fongible, un peu comme l'argent. Pas tout à fait autant que l'argent, mais il y a un marché du pétrole. Alors, pourquoi est-ce que ça compte d'où vient le pétrole? Je ne suis même pas sûr que les grandes compagnies pétrolières américaines sachent quelle part de leur approvisionnement vient des États-Unis et quelle part vient d'Arabie Saoudite, des Émirats pétroliers, du Nigeria ou d'ailleurs. Elles ne classent pas leur pétrole par pays d'origine. En revanche, elles font bien la différence entre le pétrole lourd et le brut léger, parce que le raffinage n'est pas le même. Mais l'idée qu'il existerait une réserve de pétrole américain vendue différemment des autres pétroles, ça ne correspond pas du tout à la réalité du marché. Le marché du pétrole ne fonctionne pas comme ça. Les grandes compagnies puissantes qui font le raffinage, elles achètent le pétrole sur le marché, peu importe d'où il vient.
Alors, je ne vois pas très bien comment Trump pourrait leur vendre uniquement du pétrole américain. C'est assez étrange. Et pourquoi voudrait-il faire ça? Eh bien, on peut dire que si Trump veut ça, c'est parce que ça lui donnerait un certain contrôle sur la Chine. Et eux, évidemment, n'accepteraient jamais ça. Donc ça pourrait simplement être une manière pour Trump d'affirmer l'hégémonie américaine. Les États-Unis ont depuis longtemps une politique qui vise à contrôler les flux de pétrole. C'est ça la vraie raison. C'est peut-être l'une des raisons ou peut-être pas. Enfin, je pense que la vraie raison pour laquelle on s'est autant enlisé au Moyen-Orient, c'est la guerre froide. On essayait d'empêcher les Soviétiques d'y entrer. Mais bien sûr, une raison très importante de l'enracinement américain au Moyen-Orient, c'est le contrôle des flux pétroliers. C'est donc une forme de contrôle américain. Mais le pétrole, c'est une marchandise mondiale. Il n'est pas compartimenté. Il n'y a pas un prix pour le pétrole américain d'un côté, un autre pour le pétrole saoudien ou encore pour celui d'Irak, de Syrie ou des États du Golfe. Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Donc, à mon avis, les États-Unis ne peuvent pas imposer leur hégémonie. En revanche, Israël a réussi à utiliser les États-Unis pour imposer la sienne au Moyen-Orient. Nous avons détruit la Libye pour eux, ainsi que l'Irak et la Syrie. Nous avons accepté d'attaquer l'Iran, ce qui était une erreur, et nous leur avons fourni les moyens ainsi que la couverture diplomatique pour détruire la Palestine. Donc le projet du Grand Israël est bien réel, et il a avancé. Le premier véritable obstacle qu'il a rencontré, c'est quand Poutine a envoyé l'aviation russe en Syrie pour stopper l'invasion lancée par le président Obama. Mais ensuite, Poutine s'est retiré et est parti, et maintenant la Syrie n'existe plus vraiment. Le deuxième obstacle que les Israéliens ont rencontré, c'est cette attaque contre l'Iran. Elle n'a pas du tout été le succès que les Israéliens et les Américains espéraient. En réalité, ça a été une défaite pour Israël et pour les États-Unis. Rappelez-vous, ce n'est pas l'Iran qui a demandé le cessez-le-feu. C'est donc la première fois que le projet du Grand Israël se heurte vraiment à quelque chose. Et clairement, Trump ne veut pas relancer la guerre, parce que comment pourrait-il le faire? Qu'est-ce qu'il peut faire en réalité? On sait bien qu'il ne peut rien faire, à part l'arme nucléaire. Mais ça, c'est pratiquement exclu dans le cas de l'Iran. Il n'y a tout simplement aucune menace qui justifie l'usage de l'arme nucléaire. L'Iran n'est pas une menace existentielle pour les États-Unis. C'est une menace régionale, mais seulement si on l'attaque. Donc Trump ne peut rien faire, et ça le frustre. Alors il fanfaronne, il menace, il fait comme s'il tenait l'Iran à la gorge et qu'à tout moment, Téhéran allait se rendre à l'évidence et obéir à ses ordres. Mais ça n'arrivera pas. Ce n'est tout simplement pas vrai. Il n'a clairement pas réussi à intimider les Chinois. Il aura peut-être plus de chance avec Poutine. Poutine, lui, n'a montré aucune envie de se battre pour quoi que ce soit. Donc, à part ça, je ne vois pas beaucoup d'espace pour l'agenda israélien d'hégémonie, ni pour celui des néoconservateurs. Je pense qu'ils ont atteint leurs limites. Ça ne peut pas aller plus loin, vous voyez. Sauf si la volonté politique de l'Iran s'effondre ou si les Russes laissent Poutine brader le pays. Quelle est la probabilité que ça arrive? Pas très grande. À part ça, Trump est frustré. Netanyahou est frustré. Ils sont impuissants. Ils ne peuvent rien faire. Paul, ce que je vois en ce moment en Israël, tu sais, tu as mentionné qu'Israël avançait avec son projet du Grand Israël. Mais ce que je constate aujourd'hui, par rapport à la période avant le début de cette guerre, c'est qu'à l'époque, on parlait des accords d'Abraham. On parlait d'améliorer les relations entre Israël et les pays du CCG. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite parle d'un pacte de non-agression
entre les pays du CCG et l'Iran. Ils se rendent compte à quel point ils sont dépendants, parce que les conséquences de la guerre jusqu'à présent changent en quelque sorte les conditions pour les pays du CCG. Ils dépendent davantage de l'Iran maintenant, notamment à cause de la situation dans le détroit d'Ormuz. Et ils ne peuvent pas tout exporter de leur pays uniquement par ces oléoducs. C'est impossible. C'est tout simplement impossible de faire ça. C'est pour ça qu'ils vont rester indépendants, je pense, dans le cadre de leur stratégie, disons, globale. Mais tu ne vois pas que ce qu'Israël a fait, c'est détruire tout ce qu'ils essayaient de construire depuis si longtemps. Et moi, je vois clairement que les États-Unis ne vont pas retrouver la position qu'ils avaient autrefois dans les pays du Golfe. Je vois ces États arabes se rapprocher les uns des autres. Je ne me préoccupe pas trop des Émirats arabes unis parce qu'ils n'ont pas vraiment de poids au sein du Conseil de coopération du Golfe. Les pays les plus importants, ce sont l'Arabie saoudite et le Qatar, avec Oman. Et toi, quelle est ton analyse là-dessus? Well, that's what I was saying. I thought that Eh bien, c'est ce que je disais. Je pensais que l'ère de l'hégémonie israélienne et américaine était terminée. Elle s'est heurtée à des limites qu'elle ne peut plus franchir, sauf peut-être avec Poutine, qui a donné l'image d'un homme très affaibli. Donc, les États-Unis et Israël n'ont plus vraiment de marge de manœuvre. Peut-être qu'ils peuvent détruire le Liban, mais pas si l'Iran se range du côté de son allié historique, le Hezbollah. Et parmi tous les pays, je trouve que les Iraniens me paraissent un peu plus attachés à des principes, un peu plus guidés par un sens de l'honneur, au sens ancien du terme. Je ne pense donc pas que les Iraniens aient intérêt à abandonner leurs alliés, surtout s'ils ont l'occasion de rallier à eux ce qu'il reste du monde arabe, ce qui n'est déjà pas grand-chose. S'ils ont la possibilité d'associer les États du Golfe et l'Arabie saoudite à cette alliance, plutôt qu'à Israël et aux États-Unis, alors ils ne peuvent pas abandonner le Hezbollah, parce que sinon ça montrerait qu'ils ne sont pas fiables non plus. Donc oui, c'était bien le point que j'essayais de faire passer. Vous l'avez peut-être exprimé plus clairement que moi. Je pense que les marges de manœuvre des États-Unis et d'Israël au Moyen-Orient sont à peu près épuisées. L'apparition des drones et des missiles hypersoniques, capables de changer de trajectoire et de transporter plusieurs ogives, dont beaucoup sont factices, tout ça, ce ne sont pas des choses qu'une force militaire traditionnelle peut vraiment affronter. Et du coup, la notion même de superpuissance n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. C'est vrai, ils ont peut-être des armes plus puissantes. Mais dans une situation de guerre classique, les États-Unis n'ont pas d'avantage que l'Iran n'aurait pas. En fait, l'Iran semble même avoir des missiles plus efficaces. Je pense que c'est une source de frustration pour Trump. Il croyait vraiment qu'on était tellement puissant que l'Iran allait s'effondrer, ou que, vous savez, le peuple se soulèverait pour renverser le gouvernement. Franchement, comment peut-on croire des choses pareilles? Je ne sais pas. Ils y ont vraiment cru, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, ils y croyaient aussi à propos de la Chine. Et il y a une province en Chine, à la frontière du Kazakhstan, si je me souviens bien de ma géographie. Pendant des années, on y a été présent, et il y a des musulmans dans cette région, dans cette province chinoise. On a essayé de les agiter, de provoquer des troubles à l'intérieur de la Chine, de cette manière-là. Et tout comme on a réussi, à une époque, à attiser la Tchétchénie à l'intérieur de la Russie et à créer un problème, je pense que tout ça a atteint ses limites. Et je crois que Trump est en train de discréditer les États-Unis. Enfin, on était déjà discrédités, mais son comportement est vraiment atroce, non? Regardez le langage méprisant qu'il a introduit dans la politique. Aujourd'hui, il est en campagne pour essayer de détruire Thomas Massie, le député républicain du Kentucky,
un fidèle soutien de Trump depuis longtemps, mais critique envers Israël. Et maintenant, il a dit « Débarrassez-vous de lui ». 30 millions de dollars ont été injectés dans cette primaire. C'est une primaire, même pas l'élection, juste la campagne de la primaire. Le lobby pro-israélien a mis 10 millions sur la table, et il y en a encore 20 de plus que Trump et les républicains vont utiliser pour battre Massie, parce qu'ils critiquent Israël. Eh bien, ça ne va pas plaire à tout le monde. Trump a déjà écarté du Congrès Marjorie Taylor Greene, qui était pourtant très populaire chez ses partisans. Il agit de façon tellement irréfléchie. Il lance des accusations complètement absurdes contre les gens. Et puis, laissez-moi dire une chose. Je pense que Trump est le premier président de l'histoire américaine à faire des affaires pendant qu'il est à la Maison-Blanche. Regardez cette salle de bal qu'il fait construire là-bas. C'est sa propre entreprise de construction. Il va en tirer de l'argent. Son Bitcoin, sa monnaie électronique, il en a profité. Sa femme aussi en avait un. Il y a toutes sortes de business autour de lui. Ses fils fabriquent des missiles. Oui, la famille. Et Trump lui-même. Je veux dire, l'idée qu'un président crée des entreprises pour gagner de l'argent grâce à sa fonction. On a déjà vu un peu de ça avec Biden qui vendait de l'influence et son fils Hunter payait 50 000 $ par mois par les Ukrainiens pour les protéger. Mais Trump, lui, selon les rapports, il gagne des milliards. Des milliards. Franchement, je ne me souviens pas qu'Eisenhower ait eu des affaires, ni Nixon, ni John Kennedy, ni Reagan, ni Jimmy Carter. Je ne me souviens pas non plus que George Herbert Walker Bush ait eu des activités commerciales pendant qu'il était président. Alors oui, je suis sûr qu'ils ont rendu des services à certains et qu'ils en ont tiré quelque chose plus tard. Ils ont été placés dans des conseils comme ça. Ils ont eu quelque chose, oui, mais ils ne dirigeaient pas des entreprises qu'ils auraient créées pendant leur présidence pour gagner de l'argent grâce à leurs fonctions. C'est, je crois, la première fois que ça arrive. Peut-être que ça s'est déjà produit il y a très longtemps. Les compagnies de chemin de fer, je pense, ont beaucoup profité d'Abe Lincoln. Mais qu'un président lui-même agisse comme un homme d'affaires tout en étant censé diriger le pays, c'est quand même un conflit d'intérêts incroyable. Et pourtant, personne n'en parle. Aucun commentaire. Peut-être que les démocrates gardent tout ça sous le coude et que quand ils reviendront au pouvoir, ils feront tomber la sanction sur ce type. Mais je vois pas comment ça peut vraiment être légal. Vous voyez, c'est ça la pratique. Enfin, c'est ce qu'on a toujours appris aux Américains. Dans les pays du tiers-monde, en Amérique latine, en Afrique, dans certaines régions d'Asie, la pratique, c'est que la personne au pouvoir utilise le gouvernement pour s'enrichir. Donc, la raison pour laquelle les gens veulent le pouvoir, c'est pour se servir de l'État afin de s'enrichir eux-mêmes. Eh bien, Trump a maintenant importé ça en Amérique. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe. J'y réfléchis à peine. Je pense tout haut avec vous. Mais maintenant, si on regarde tout ça comme un signe de dégradation, Je pense que les chiffres sont de votre côté et qu'ils confirment ce que vous dites. Les chiffres, tout ce que vous venez de mentionner, c'est dans l'actualité. Personne ne peut l'ignorer. mais si, ils le font. Oui, ils le font. Ils les ignorent complètement. Et je peux comprendre pourquoi les républicains le feraient. Mais pourquoi les démocrates? Peut-être qu'ils rassemblent simplement toutes ces informations. Si Trump perd les élections de mi-mandat, les démocrates pourraient s'en servir pour l'attaquer. La vraie question, c'est, est-ce qu'il va les perdre? Parce que franchement, qu'est-ce que les démocrates ont à proposer? Quand on regarde leurs dirigeants, ils sont aussi mauvais, voire pires que
que Trump. Il n'y a pas de chevalier blanc, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est effrayant. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Aucun pays occidental n'a aujourd'hui de dirigeants crédibles. En Grande-Bretagne, le Parti travailliste veut que Starmer démissionne. Il a un soutien public très faible. C'est pareil pour le chancelier allemand, pour le président français. Où que vous regardiez, il n'y a plus de soutien. Et personne n'attend dans les coulisses pour reprendre la main et faire du bon travail. Les républicains, eux, n'ont personne. Et ceux qui valent quelque chose, ils essayent de s'en débarrasser, comme Thomas Massie. Paul, selon toi, qu'est-ce que ça voudrait dire si Thomas Massie, tu sais, arrivait à battre Donald Trump et ses partisans? Parce que les sionistes, comme tu l'as mentionné, essaient de mettre beaucoup d'argent dans cette campagne contre lui. Et on a vu Pete Hegseth, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance et Donald Trump lui-même. Tous s'en prennent à Thomas Massie. Alors s'il gagne, s'il parvient à surmonter les difficultés qu'il affronte en ce moment, qu'est-ce que ça signifierait pour l'avenir? Eh bien, ça veut dire que le lobby israélien est affaibli, parce que son influence a échoué cette fois. Et donc d'autres, sans doute fatigués de se faire dicter leur conduite par le lobby israélien. Vous voyez, si vous êtes sénateur aux États-Unis et qu'une personne du lobby israélien vient vous dire ce que vous devez faire, ça passe mal, franchement. Alors, si cette attaque contre Massie, qui est organisée par le lobby israélien, parce que Trump n'est qu'une marionnette du lobby israélien, c'est tout ce qu'il est. Il représente davantage Israël que les États-Unis et il se soucie plus de ça que des Américains. Donc, si cette attaque échoue, eh bien, le pouvoir du lobby israélien en prend un coup. Il est affaibli, et il est peut-être possible que d'autres lui résistent, qu'il se désagrège, et que les États-Unis retrouvent leur souveraineté sur leur propre politique étrangère. En ce moment, les États-Unis n'ont pas de souveraineté sur leur politique au Moyen-Orient. C'est pas un pays souverain. Ils suivent les directives d'Israël. Je veux dire, pourquoi d'autres aurions-nous attaqué l'Iran? C'est comme l'a dit le conseiller juridique du département d'État, celui qui a rédigé un rapport justifiant la guerre. Les États-Unis ont attaqué l'Iran à la demande d'Israël. Trump le nie, bien sûr, mais c'est la position officielle du conseiller juridique du département d'État. Donc c'est vrai, on sait pourquoi Trump a attaqué l'Iran. Rubio l'a dit devant les caméras, Paul, tu t'en souviens. Rubio a dit que c'était à cause d'Israël qu'on avait attaqué l'Iran. D'accord. Et maintenant, c'est un document officiel du département d'État qui le dit. Donc je pense que si Massie parvient à résister à cette attaque, qui n'est qu'un flot d'accusations délirantes et de diabolisation, et bien sûr, Massie n'a pas 30 millions de dollars pour combattre ces mensonges, normalement il perdrait. Mais dans une primaire, ceux qui vont se déplacer, ce sont ses partisans les plus fidèles. Beaucoup d'autres ne feront pas l'effort. Donc, il se peut qu'il s'en sorte. Mais s'il ne s'en sort pas, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'est plus possible pour un membre du Congrès américain, que ce soit à la Chambre ou au Sénat, de représenter ses électeurs plutôt que de représenter Israël. Si Massie tombe, le pouvoir du lobby pro-israélien se renforcera, et plus personne n'osera jamais critiquer la politique d'Israël. Et donc, l'emprise qu'ils auront sur les États-Unis sera totale. Vous savez, on en a déjà parlé. Ils ont une emprise incroyable. On a évoqué les États rouges, comme le Texas et la Floride. Les législatures républicaines ont adopté, et les gouverneurs républicains ont signé, des lois qui disent que si vous êtes résident du Texas ou de la Floride et que vous critiquez Israël, vous ne pouvez pas travailler pour l'État, ni avoir de contrat pour lui fournir des biens ou des services. Eh bien, si Israël peut amener des gouvernements d'État à voter des lois comme ça, on voit bien l'ampleur de leur influence.
et on en a déjà discuté, je crois. Les universités, ils ont fait renvoyer la femme noire qui était présidente de Harvard parce qu'elle avait laissé les étudiants manifester contre ce qu'ils considéraient comme le génocide d'Israël contre la Palestine. Alors, ils ont viré la présidente de l'université, comme si elle pouvait faire quoi que ce soit à propos des manifestations. Et ensuite, Trump dit, « Très bien, si vous protestez contre Israël, vous êtes exclu de l'école. » Mais enfin, comment Trump peut-il dire à une université qu'elle doit expulser des étudiants? Ce n'est pas son rôle. Et puis il ajoute, « Si ce sont des étudiants étrangers et qu'ils critiquent Israël, je vais les expulser du pays. » Eh bien, ça montre l'influence qu'Israël exerce. Et dès qu'on critique Israël, les journaux sous influence israélienne vous diabolisent. On vous traite d'antisémite, de négationniste. On essaie de vous faire virer de votre travail. Si vous êtes enseignant, vous perdez votre poste. C'est un pouvoir incroyable. Alors si Massi gagne, ça va ébranler ce pouvoir, et on le saura demain. S'il perd, on saura que les Israéliens nous tiennent d'une main de fer. Paul, avant d'être élu, Donald Trump disait qu'il voulait séparer la Russie de la Chine. Il ne voulait pas que l'Iran et la Russie soient des ennemis des États-Unis. Il disait que les sanctions, c'était n'importe quoi et qu'il fallait faire quelque chose parce qu'elles tuent le dollar et affaiblissent sa puissance. Aujourd'hui, dans la situation où on est, il y a la guerre en Ukraine, une nouvelle guerre au Moyen-Orient, et il a réussi, d'une certaine manière, à rassembler tous ces acteurs. Je parle de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et Poutine sera en Chine demain et après-demain, mardi et mercredi. Et vous, comment vous voyez les choses? Vous pensez que Donald Trump pense encore au pétrodollar, au pouvoir du dollar, ou à ce genre de questions quand il s'agit d'économie? Ou bien est-ce que sa principale préoccupation en ce moment, ce serait plutôt, vous avez parlé de la situation avec Israël au Moyen-Orient, mais quand on parle de la Chine, quand on parle de la Russie, il faut quand même une sorte de grande stratégie. Et moi, je ne vois rien de tel aujourd'hui du côté de l'administration Trump. Et il le sait. Quand il est allé en Chine, il l'a vu. Il l'a ressenti, à mon avis. Je pense que la grande stratégie vis-à-vis de la Russie, c'est de la couper de l'Europe. L'idée, c'est que l'Europe achète tout aux États-Unis et rien à la Russie, surtout pas l'énergie. J'ai vu que Poutine envisageait la possibilité que les Américains prennent le contrôle du gazoduc Nord Stream. Dans ce scénario, Poutine fournirait le gaz naturel, mais le gazoduc appartiendrait aux Américains, et ce serait eux qui vendraient le gaz aux Européens, pas les Russes. Donc, à mon avis, Poutine est l'élément faible du triangle Iran-Russie-Chine. Je pense qu'il est très faible. Et son négociateur, Dmitri, représente les oligarques. En réalité, ce qu'il négocie, ce ne sont pas les conditions de Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais des accords commerciaux qui profitent davantage aux Américains qu'aux Russes. L'idée, c'est qu'en concluant des affaires où les Américains sortent gagnants, ils seront satisfaits de leur part plus importante des bénéfices et finiront par abandonner les sanctions. À mes yeux, cela montre que Poutine est une figure très faible. Il est prêt à brader les intérêts souverains de la Russie pour des accords qui arrangent les oligarques. Ce n'est pas une position de force. On voit aussi qu'il ne fait pratiquement rien pour empêcher l'Ukraine de poursuivre la guerre. Et les incursions ukrainiennes en Russie vont de plus en plus loin à l'intérieur du pays. L'autre jour, il y a eu 1000 drones qui ont frappé profondément en territoire russe, tuant des civils, causant toutes sortes de dégâts, alors que Poutine a le pouvoir de mettre fin à cette guerre presque immédiatement.
mais il ne l'utilise pas. Il n'emploie pas la force. Donc, je ne pense pas que Poutine soit encore pris au sérieux comme il l'était, disons en 2007, quand il a parlé à la conférence sur la sécurité de Munich, un homme très sûr de lui, qui s'exprimait d'une manière très ferme. On ne voit plus rien de tout ça aujourd'hui. Alors, we've seen nothing of that anymore. So I think that China je pense que la Chine a sa propre manière de gérer les choses. Et je pense que l'Iran, en s'assurant de pouvoir résister à une attaque conjointe des États-Unis et d'Israël, non seulement y résister, mais en sortir vainqueur, ce qu'il a fait, a atteint un point où ni Israël ni les États-Unis ne veulent relancer l'offensive. Combien de temps Trump a-t-il menacé de reprendre l'attaque? Depuis combien de temps ça dure? Et à chaque fois, il recule. Il recule parce qu'il ne peut pas la relancer. Je crois que c'est un grand changement dans le monde. Et vous avez sans doute raison de penser que cela pourrait rapprocher le monde arabe de l'Iran et l'éloigner des États-Unis et d'Israël, parce que l'Iran a montré qu'il domine la situation. Et si Massi gagne, je pense que cela va fissurer le pouvoir du lobby israélien aux États-Unis. De plus en plus de gens oseront le contester. Alors, il faut espérer que demain, Massi tienne bon. Vous savez, on n'a jamais dépensé 30 millions de dollars pour une primaire. C'est sidérant. It's shocking. C'est choquant. C'est choquant. Et ces 30 millions de dollars, c'est seulement l'argent utilisé contre Massi. Bien sûr, il n'a pas du tout les mêmes moyens financiers. Donc en fait, presque tout l'argent dépensé vient d'Israël, de fonds levés en Israël. Ce serait donc une bonne chose, parce qu'on aurait alors 2 défaites pour Israël, de grosses défaites, et ça accélérerait le type de développement dont vous parliez. On ne peut qu'espérer. Pour ma part, je pense qu'il ne peut jamais y avoir de paix tant que certains cherchent à dominer les autres. Exactement. C'est incompatible avec toute idée de paix. Tant que ces 2 pays revendiquent une hégémonie, celle d'Israël à l'échelle régionale, celle des Américains à l'échelle mondiale, tant que ça continue, aucune négociation de paix n'a de sens. C'est une contradiction dans les termes, et il faut qu'on en parle. Si on ne le fait pas, tout ce désordre va très mal finir. On ne peut pas vivre en ignorant complètement la réalité sur le terrain. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. On avance comme si ces ambitions hégémoniques n'avaient aucun impact, comme si on pouvait quand même avoir la paix, la bonne entente et que tout irait bien. C'est du pur non-sens. Exactly. Exactement. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Thank Paul, you so d'avoir été avec much nous for aujourd'hui. being with us today. C'est toujours un vrai Great plaisir. pleasure, as always. Merci Nima. J'ai hâte de commencer. D'accord. À plus tard. Envoie-moi le lien, bien sûr. Sure. D'accord, au revoir. C'est au revoir. Goodbye. Goodbye.